À Voix Nue, aujourd'hui, une émission spéciale constituée d'archives de Louis-Ferdinand Céline, rassemblées et présentées par Mathieu Garrigou-Lagrange dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau. Il existe peu d'archives sonores ou audiovisuelles de Louis-Ferdinand Céline. On peut s'étonner notamment qu'il n'y en ait pas eu à partir de 1932, après la sortie du Voyage au bout de la nuit, qui sera non seulement un best-seller en France, traduit dans différentes langues, mais aussi prix Renaudot cette année-là, après avoir longtemps fait figure de favori pour le Goncourt. Le côté misanthrope de Céline apparaît ici clairement et il est probable qu'il n'ait pas souhaité à cette époque-là recevoir chez lui les journalistes de la radio, la presse écrite y étant déjà à peine admise. Aussi, les quelques entretiens audio donnés par l'écrivain datent-ils de la fin des années 50, au moment où il cherche à se construire une nouvelle image publique après les dégâts causés par sa condamnation pour collaboration et son exil au Danemark. Leur rareté fait que ces quelques interviews ont été largement diffusées aussi. Nous nous sommes mis en quête d'un moyen d'entendre une parole de Céline qui soit plus inédite, et nous l'avons trouvée à la fois à la Bibliothèque nationale de France ainsi que chez des particuliers. Le document que vous allez entendre aujourd'hui a été enregistré par Francine Bloch, collaboratrice de la Phonothèque nationale, c'est-à-dire le département audiovisuel de la Bibliothèque nationale. C'était le 16 juin 1959, ça se passait au domicile de l'écrivain, 25 terre, route des Gardes à Meudon, près de Paris, où Céline vivait avec sa femme Lucette Almanzor, entourée d'animaux dont un certain nombre de perruches, vous l'entendrez. 2 minutes seulement de ces bandes ont été diffusées à ce jour à la radio, ce qui ne veut pas dire qu'elles étaient inconnues des passionnés de Céline, puisqu'une transcription écrite est parue en 1986 dans les cahiers Céline numéro 7 aux éditions Gallimard. Cette émission a été rendue possible grâce à un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Docteur Détouche, en littérature Louis-Ferdinand Céline, vous avez beaucoup voyagé au bout de la nuit, toute votre vie, et plus encore, je crois, ces dernières années. Maintenant, j'ai l'impression que vous êtes amarré au-dessus de la Seine, dans une jolie maison assez paisible. Vous avez vos animaux autour de vous. Je vois un joli perroquet bleu, des oiseaux jaunes, des chiens assez terrifiants m'ont accueilli. J'ai vu un chat l'autre jour. Enfin, il me semble que le cadre est apparemment paisible. Est-ce que vous voudriez bien aujourd'hui nous parler un petit peu de ce qu'a été d'abord votre enfance, et puis, alors ensuite, votre double vocation de médecin et d'écrivain. Oh, madame. D'abord, oui. C'est assez simple. Mon Dieu, j'avais la vocation de médecin, et puis, dans le cours de la médecine, j'avais des ennuis économiques, que tout le monde qui est né pauvre doit avoir. Et alors, pour résoudre ces problèmes-là, je me suis dit, rien de mieux que de faire un petit livre. Et mon ambition, c'était d'égaler Dabit à ce moment-là, avec une sortie des livres, n'est-ce pas? Et alors, j'ai dit, je vais en faire un aussi. Alors, mais je vais le mettre sous le nom de ma mère, comme ça, personne ne saura que c'est moi. Et ça ne me gênera pas pour la médecine. Et alors, le livre est sorti, c'est le voyage. Et puis, ça a tellement fait de bruit que ça m'ennuie beaucoup pour la médecine. Alors, ça a tellement ennuyé pour la médecine que j'étais forcé de travailler dans la littérature. Sans ça, j'y tenais pas du tout. Alors, bon, voilà, puis c'est tout. Alors, la littérature, ça m'a amené à d'autres livres, et puis il y a des ennuis que vous connaissez, et c'est tout. Oui, Voilà. Eh bien, dans quelles conditions, alors, a éclaté cette bombe qu'a été le voyage au bout de la nuit, par laquelle vous avez vraiment fait une œuvre de novateur? Bon, je dirais, mon Dieu, c'est un don que j'avais que je ne pressentais pas, qui me gênait. Un bonhomme qui s'assoit pour écrire des chères pensées, envoyer des messages, raconter une histoire, me paraît toujours ridicule. Et il me paraît encore. Et alors, c'est pas sérieux. Mais voilà, n'est-ce pas, il est venu que je me mettais à conter des histoires avec un petit quelque chose d'un peu différent. Pourquoi? Parce que je dois avoir une petite façon de voir, de tripoter les phrases de telle façon qu'elles ne sont pas tout à fait comme celles qu'on attend. C'est vrai, personne n'a écrit comme vous, avant vous comme vous. Oui, mais ça n'est pas tout. C'est plus compliqué que ça. Parce que j'ai souvent réfléchi, j'étais amené, parce qu'on m'a posé des questions. Quand moi, je ne suis pas peintre. Quand je vois un arbre, je le laisse tranquille.
Je ne suis pas musicien. J'entends une chanson, je la laisse tranquille. Je dis, c'est très gentil, bien, j'applaudis, puis, je dis, un beau tableau, mais enfin, au fond, j'aime bien le chromo, et puis j'aime bien la polka des patineurs, le Danube bleu, la symphonie de Beethoven, toutes ces choses-là me plaisent beaucoup. Je le dis, mais j'ai pas envie de transformer tout ça, non. Tandis que la phrase, madame, je la tortille, j'ai envie de la travailler, alors, puisqu'on m'y force. Bon, mais ça me fait pas plaisir. Pourquoi dites-vous puisqu'on m'y force? Parce que je suis forcé par les circonstances. Je suis forcé parce que j'ai 8 millions de dettes. Alors, bien forcé. Mais au début, vous n'étiez pas forcé par les circonstances. Ah si, j'étais forcé de m'acheter. Vrai J'étais forcé de m'acheter un appartement. Sans ça, je n'avais pas de quoi payer mon loyer. Ça devenait méchant. Alors, je me suis dit, avec l'argent du voyage, du roman en question, puisqu'il s'agit de roman, je toucherai l'argent. Puis avec ça, je m'achèterai un appartement de 3 pièces, rue du Bois, à Clichy. L'appartement était à vendre. Comme tous les appartements de la maison neuve. Et puis, c'est pas ça qui s'est produit toutes les espèces d'ennuis que l'on connaît. Bon, alors j'ai eu en effet de quoi acheter l'appartement, mais il a fallu que je parte parce que je devenais impossible en clientèle, parce qu'on vous désignait comme le bonhomme qui écrit des livres, ça c'est fait. Bon, alors voilà, ça fait du temps. C'est mal vu par les malades. Ah, très mal vu, très mal vu. Ah bon? Il n'y en a pas qui apprécient le fait que vous êtes un écrivain? C'est pas sérieux du tout. Jamais? Oh, jamais. J'ai fait 35 ans de médecine, et difficilement, parce que il n'y a pas d'erreur. J'ai toujours été. Je me dis, il ne peut pas faire sérieusement la médecine puisqu'il s'occupe d'écrire des romans. Oh là 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 là. Donc, c'est un esprit faux. Pour un bonhomme, faire des romans, c'est avoir l'esprit de travers. Oh, il y en a, paraît-il, qui trouvent moyen de faire de la médecine en même temps. Mais enfin, généralement, ils ne font pas bien le roman. Il faut avouer que je ne suis pas généralement bien fait, mais moi, dans mon genre, ça n'a pas collé. Quoi. Ça n'a pas donné. Bien. Alors voilà, et puis alors je suis devenu à cette histoire de faire des livres, n'est-ce pas? J'ai fait des livres, quoi, comme tout le monde. Et puis toujours cette... D'ailleurs, ma thèse de doctorat en médecine était d'un genre littéraire, sans le vouloir. On m'avait dit, il faut faire une thèse, il faut la faire vite. Bon, alors, j'avais choisi comme thèse, pour la faire vite, j'ai dit, on m'a raconté une bonne histoire, très curieuse. On m'avait raconté, parce que j'ai fait mes études à Rennes. Je suis parisien, mais il s'est trouvé que j'ai fait mes études à Rennes. Et j'avais un brave professeur d'obstétrique qui m'avait raconté l'histoire de Semmelweis. Bon. J'ai dit, non, tiens, voilà une affaire que je vais raconter, puis ça va me faire une thèse. J'avais le droit. Alors, il a fait cette thèse, et, mon Dieu, elle a passé. Et le bonhomme, c'était le professeur Brando, qui était un musicien. J'ai dit, mais il est fait pour écrire cet homme-là. J'ai retenu c'est une bonne phrase, mais je n'avais pas du tout envie d'écrire pour ça. Oh non, je me suis précipité dans la médecine, comme tout le monde. Puis alors, il est venu forcé, obligé, pour des raisons très matérielles, que j'avais pas de meubles, j'avais rien. Et alors, je me suis mis à faire ce roman. Puis quand on a mis, c'est le premier pas qui coûte, quand on a mis le nez dans l'engrenage, je me forcé de continuer. Et alors, quand j'ai continué, vous savez ce qui est arrivé. Bon, et puis c'est tout. Et ce qui est arrivé, c'est que votre livre a été une révélation. Et je voudrais savoir justement quelles ont été dans l'ensemble les réactions des critiques, du public, au moment de la publication du voyage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait dans la littérature une autorité qu'il n'y a plus. C'est-à-dire que j'ai eu 3 hommes qui ont défendu ma candidature au Goncourt et le scandale. Et pour le scandale, c'est Daudet, Jalbert et Descaves. Bon, à ce moment-là, Jalbert, Daudet, Descaves, une grosse autorité que personne n'a plus maintenant, ça n'existe plus. C'était les derniers moments des salons, si j'ose dire, parce qu'enfin maintenant tout s'est démocratisé et autrefois c'était la cour qui donnait le ton. C'est Louis XIV disait cela me plaît, et puis les autres disaient évidemment, il n'y a pas d'erreur, il faut y aller. Après c'était les salons, puis maintenant c'est tout le monde, c'est la midinette, c'est n'importe qui, Terrassi, qui donne le ton. À ce moment-là, il ne donnait pas encore tout à fait le ton quand c'était arrivé. Non, pas encore. Alors on faisait pas encore trop de démagogie, on commençait à en faire aussi, on en a fait.
Grasset en a fait, on a commencé avec Marie Chapdelaine, on a commencé à s'occuper de l'opinion de la midinette. Avant, on s'en occupait pas, ça restait le langage, c'était une affaire, le peuple s'en foutait, il s'occupait de lire son journal, ou même il disait rien du tout. Mais là, depuis, on s'est mis alors à s'occuper de plaire. Pour plaire, alors on a mis la publicité en route, etc. Enfin, le scénario habituel. Mais à ce moment-là, il y avait encore des autorités. Bon, des gens qui avaient de l'autorité. Bien. Eh ben, mais il n'y en a plus. Maintenant, personne ne peut plus imposer un goût. Il n'y en a plus du goût. C'est pas ça. Alors, c'est tout. Alors, c'est venu là. Alors, ça fait scandale. Alors, on a dit, mais il est grossier, il est érotique, c'est un cochon, c'est ceci, on a tout dit. Bon. Et puis alors, on en a vendu pas mal, pas beaucoup. On n'a rien à côté des ventes populaires. On a vendu des... Combien a-t-on vendu, justement? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Voyage au bout de la nuit. On ne peut pas savoir parce qu'il y a tellement de gens qui en ont fait des faux. C'est-à-dire que c'est un livre qui a été traduit dans le monde entier. On a dû beaucoup en vendre dans le monde entier. Ils en ont vendu beaucoup. Ils n'ont pas compris d'ailleurs. Mais enfin, c'est un livre communisant pour ce que c'est. Il était communisant. Les communistes n'ont rien compris non plus. Il était communisant et il avait une nouveauté de style. C'est-à-dire que c'est toujours la même petite préoccupation de faire passer l'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Ah, oui. Ben ça, vous comprenez, ça, ils l'ont pas. Ils commencent un peu en ce moment-ci parce qu'ils sont abrutis, ils sont alcooliques et bof, ils ne comprennent rien. Alors, peu à peu, ça vient. Il y en a déjà qui commencent à frémir un petit peu. Enfin, le truc est difficile. Il faut s'y coller, il faut faire beaucoup de boulot. C'est entre le vers et la prose, c'est oui. un drôle de machin. Alors, bon, retrouver, il faut du temps aussi. Et puis il faut de l'isolement, il faut de la solitude, il faut un tas de trucs qui ne sont pas du tout dans le commun, qui ne sont pas du tout, sont très difficiles. Et alors, je ne veux pas le dire, parce qu'on doit effacer le travail. Donc il ne faut pas qu'il voit le travail. Il faut qu'il croie que c'est facile. N'est-ce pas? Oui, le lecteur croit toujours que c'est facile. Ben, le lecteur, c'est dans la même position, je l'ai toujours dit, qu'un passager à bord du paquebot. Ben, un passager à bord du paquebot, il bouffe, il boit, il mange, il joue aux cartes, s'occupe des passagers. Mais il ne s'occupe pas ni de la passerelle, on dirige le bateau, ni de la soute, on le fait marcher. Mais non, il n'est pas là pour ça, il est là pour se délecter. Ben, le lecteur, il est là pour se délecter. Alors, il se délecte ou il se délecte pas, mais enfin, il n'a pas grand-chose à faire que ça. Il ne doit faire que ça. D'ailleurs, quand un bonhomme de la soute monte sur le pont, il fait mal, c'est pas sa place. Et il y a une visite aux machines, enfin, très peu, j'ai des médecins de bord, je le connais bien. Mais il n'est pas... il en vient tout taché, tout graisseux, tout ça. Puis là-dedans, il y a des machines qui font un bruit infernal, puis qui sentent mauvais. Non, c'est pas la place du passager. Et puis sur la passerelle, la mi-gêne, parce qu'il a, c'est des cartes, c'est très grave. Lui, il est là comme critique. Alors il dit, ah ouais, je n'aurais pas passé par là, mais j'ai jamais su, j'aurais pris un autre chemin. Mais il me semble que ce capitaine, je n'aime pas Barbu comme il est, il ne trouve pas Joséphin, je trouve que si, etc. C'est la critique. Bon. N'est-ce pas, le bonhomme qui travaille, qui produit, et le bonhomme qui consomme, c'est deux hommes tout à fait différents. Et de même, le bonhomme qui écrit un livre et celui qui le lit, c'est deux bonhommes tout à fait différents. Ils n'ont rien de commun. Rien à voir ensemble, rien à voir ensemble. Il faut les foutre à la porte. Ils n'ont rien de commun. Mais alors, voilà, pensez à ça parce que vous représentez la Bibliothèque nationale. Il faut même leur dire tout de même qu'à l'heure actuelle, n'est-ce pas, ce monde-ci, le monde occidental, le nôtre, le monde de la Bible, puisque c'est de ça dont on parle tout le temps, eh bien, ce monde judéo-chrétien auquel nous appartenons, y compris la Russie d'ailleurs, eh bien, tout ce monde-là, et l'Amérique, vit dans la publicité. Alors, on est pour les publicités. Alors, abruti, complètement abruti par la publicité. C'est votre bête noire et vous avez bien raison. Complètement abruti. Mais les autres sont abrutis par la propagande politique. Alors, en somme... Oui, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Pareil. Oui. Dans le temps, ils étaient abrutis par le jugement de la Cour, n'est-ce pas? En somme, il y a très peu de... C'est le dogmatisme. N'est-ce pas, il fallait faire très attention, pas se faire brûler, parce que Rabelais passait son temps, et Molière lui-même, faire attention, pas être brûlé, passer sur un bûcher, n'est-ce pas? De même, en ce moment-ci, il y a des totems, n'est-ce pas, il y a des grilleries,
Et dame, Il y en a eu de tout temps. Mais il y a tout le évidemment. temps. À la cour de Louis XIV, il était absolument interdit de parler de politique. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait, sauf d'aborder les sujets qui étaient réservés au roi. Oui. Ça, Ça, c'est impossible. Ça, c'était immédiatement la disgrâce et puis la Bastille. Eh bien, les totems comme ça, c'est partout. Alors, le malheureux Scriborion, faut qu'il se débrouille pour passer à travers tous ces écueils. Ben, par exemple, ici, c'est des cliques. Voilà, il y a la clique du Figaro, la clique des Goncourt, la clique de l'Académie, la clique des Trois Magots, la clique des pédérastes, la clique des anti-juifs, la clique des pro-juifs, la clique, etc., des jésuites, la clique des catholiques, la clique des communistes, la clique... Alors, chacun a son auteur préféré, et alors on chante, n'est-ce pas, énormément les mérites de celui qui appartient à une clique. Et puis on répudie les autres, on les traite de tous les noms, ou on ne les nomme pas du tout. Voilà. Il y a un interdit. Bon. Ben, évidemment, au fond, tous ceux qui s'occuperont de la littérature de ce siècle, ils ont très peu de chances de voir la vérité, parce qu'ils la verront à travers les temps auront changé d'abord. Alors, les choses qui passionnent actuellement ne veulent plus rien dire. Je vois tellement des réaux, je lis volontiers, c'est un journal qu'on se... il raconte des histoires d'un tas de gens, très rigolotement. Quel journal? Tellement des réaux. Ah oui, Il y a vraiment des historiens de tout le monde, c'est comme un journal, quoi. C'est un journal. C'est une chronique, c'est rigolo. Mais ça ne représente plus rien. Les gens qui sont là, ils ne sont plus rien. Ce sont des cendres très refroidies, n'est-ce pas? C'est très amusant à lire. C'est très drôle. Les petites histoires qui nous passionnent maintenant, avec la distance. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est la nouveauté littéraire? C'est un journal, il raconte une histoire. Ça devient de moins en moins intéressant. Sauf la bénédiction de la littérature, c'est qu'il y a 1 million de jeunes tous les ans qui viennent à la surface. Alors on leur dit, vous savez, en ce moment-ci, il faut lire M. Camus, parce qu'il apprend à penser. Puis n'oubliez pas de lire le magnifique Malraux, parce que c'est étonnant. Lisez le super machin. Bon, alors la jeunesse, elle demande qu'à le suivre. Alors elle dit, t'as passé de Bachot, t'es instruit de lire ça. Bon, alors il lit, puis l'année prochaine, il viendra 1 million d'autres têtards, pour en trouver d'autres auteurs. On dira, vous savez, il y a d'extraordinaires, disons, le Goncourt de ces années, le précipite sur le Goncourt de ces années. C'est le million de têtards tous les ans qui fait que ça marche, parce qu'après tout, il y a 1 million de têtards tous les ans. Alors ça, c'est ça qui entretient le truc. Après, les bonhommes se les intéressent, ils bouffent, ils boivent, ils roulent, ils vont en vacances. Ils ne lisent plus rien du tout. Mais c'est la vie, quoi. Mais alors, de types qui s'intéressent vraiment aux livres, il y en a très peu. J'ai calculé, avant 39, là, je calculais même, on donne encore le temps. Oui. J'ai calculé avant 39, il y a 6000 personnes, au fond, qui s'intéressent en France. 6000 personnes. Là, vous êtes peut-être pessimiste. Je pense tout de même qu'il y a plus de lecteurs. Pas beaucoup plus. Il y en a autant que pour meubler une salle de théâtre, du théâtre des pièces modernes. Oui. Vous ne pensez pas qu'en province, justement, on lit beaucoup plus que Paris, parce qu'on a plus de temps? Non. On se repasse des livres. Oui. Oui, peut-être, mais on se repasse les livres, les acheteurs, qui permettent au bonhomme de vivre. Il y en a 6000. Le reste, c'est... Oui, qui permettent à l'auteur... Les autres, on les viole. Moi, le voyage au bout de la nuit, j'en ai eu pas mal parce que je les ai forcés à lire par le scandale. Mais j'aurais pas fait scandale, rien du tout. En ce moment, si je pense, parce que j'étais en prison. J'aurais pas été en prison, mais on ne dirait plus du tout. J'aurais été tranquille. J'aurais été, mettons, résistant, parce que c'est une machin. Résistant, il y en a beaucoup. Les martyrs de la résistance, il y en a plein tous les jours, des livres entiers. Ça embête tout le monde, maintenant, pas forcément. Ça embête les gens. Écoutez, là, je crois qu'on vous lit parce que ce que vous faites émeut... Très peu. Très peu. Ça. Vous disiez qu'il faut appartenir à une clique. Oui. Moi, je ne vous fais... Il me semble que vous n'appartenez pas à une clique. Vous êtes... Moi, je vous mets dans la clique, alors mettons des anarchistes, des écrivains qui ont quelque chose à dire, mais qui n'appartiennent à... Non, je suis une saloperie qu'on aurait dû pondre. Voilà. Alors, donc, cette saloperie qu'on aurait dû pondre, et qui existe encore aux grandes dames de beaucoup
beaucoup de personnes, on me le dit, on l'écrit, on me le fait dire. Eh bien, dame, c'est curieux. Comment il a échappé à ça, ce con-là? Tiens, encore un qui me l'écrivait ce matin. Il dit, il est malin, il est malin, il a dû être pendu depuis longtemps. On parle et n'importe quoi. Eh bien, il vit toujours. Ah non, de Dieu, il faut regarder ça. Ah ben, il est culot. Ouais, c'est à peu près tout. Oh, c'est à peu près tout. Et je sais tout ce que ça veut dire. Eux, ils ne s'intéressent pas au style plus qu'autre chose, ni aux histoires. Oh non. Oh non. Voilà pour la première partie de cet entretien qui date de 1959. Louis-Ferdinand Céline interrogé par Francine Bloch, que nous retrouverons demain. Francine Bloch était phonothécaire à la Bibliothèque nationale où elle était entrée en 1949. Parente de Darius Milhaud, c'était quelqu'un de très proche des milieux artistiques et particulièrement musicaux. Elle a enregistré de nombreux entretiens pour la BNF et a raconté, c'était en 2002, au conservateur Pascal Corderex, les circonstances de cet entretien avec Céline. Par quel biais avez-vous connu Céline? Voilà, exactement. Ça reste dans ma mémoire parce que ça m'a beaucoup troublée. Et je dois vous dire que lorsque il a été question que Céline, qui s'était enfuie au Danemark, revienne à Paris, il y a des gens qui ont écrit au journal Combat pour se mobiliser, enfin, pour dire non, il ne doit pas revenir. Et j'en étais. Et on m'a publié quelques lignes signées de mon nom. Bon. Le temps passe, Céline revient, et il se produit quelques petits événements. Le fait que des jeunes cousines vont faire de la gymnastique chez une madame Almanzor et passent chaque fois devant un monsieur bougon, qui n'est pas si bougon que ça, parce que il s'étonne que les petites filles ne le saluent pas. Tiens, elle me dit jamais un bonjour, jamais un bonjour. Il dit ça. Bien. Les petites filles ne savent pas du tout qui il est. Et peu de temps après, il y a un article dans l'Express, une interview de Louis-Ferdinand Céline, Monsieur Détouche, en littérature Louis-Ferdinand Céline, se trouve à Meudon. Et alors il y a une grande interview à l'Express. Et ensuite aussi, je crois, une interview à la télévision, mais je crois que ça c'est après. Moi, voyant que l'Express, qui est quand même un journal pas particulièrement célinien, fait une interview de Céline, ça me travaillait un peu. Peut-être que je peux le faire aussi. Je n'étais pas sûre. Et j'en parle à M. Descolognes. Oh, quelle bonne idée, ravi, lui. Pourquoi pas, hein? Oui, très bien, très très bonne idée. Alors, j'écris un mot à Céline, avec une enveloppe de la Phonothèque nationale, et je reçois une réponse ravie, ce qui m'avait un peu étonnée. Et d'ailleurs, même quand je l'ai vu, j'étais étonnée parce qu'il avait un aspect de bête traquée. Bon, alors là, je l'ai vu 2 fois, là j'en étais encore à mes 2 visites. Heureusement qu'il y avait Jean Mouisel avec moi, parce que quand on arrive, il y avait 2 molosses, dans une maison qui est très près ici, hein, dans la route des Gardes, là, presque au moment où... Non, au milieu de la route des Gardes, montant vers Meudon. Bien, alors, je prends le rendez-vous au téléphone avec sa femme, on entend pour l'heure, voilà. Et je viens avec Mouisel. Non, je suis peut-être allée... Non, j'ai dû aller avec lui la première fois aussi, pour pas être seule, probablement, je ne sais pas. Parce que j'ai d'abord eu un petit entretien, n'est-ce pas? Alors, ça m'a fait un effet assez angoissant. Il était dressé, n'est-ce pas, en robe de chambre, et vraiment avec un air un peu d'un animal traqué, vous savez. C'est pas très, très encourageant. Mais enfin, bon, moi, une fois que je suis lancée, je n'ai pas peur. Alors, je m'installe,
Il y avait un perroquet, c'était au son d'un perroquet. Et puis, alors je posais des questions, n'est-ce pas? Bon. Et le rendez-vous a été pris pour tel jour après, pour faire la vraie interview. Après, j'y suis retournée et je dois dire que ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Non, je n'étais pas trop impressionnée. C'était lui qui avait l'air plutôt impressionné parce qu'au fond, il avait toujours peur, je crois qu'il avait toujours peur qu'on vienne l'assassiner. Alors, il ne savait pas, en plus, avec un nom comme Francine Bloch, c'est qu'est-ce que c'est que celle-là? Elle a l'air gentille et qu'elle a peut-être un couteau dans sa poche, je ne sais pas, il s'est peut-être dit ça, j'en sais rien, j'invente, peut-être. Moi, je n'étais pas rassurée du tout parce que j'avais un peu de culpabilité personnelle, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, enfin bon. Ce que vous voulez, je l'ai fait. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas abordé, bien entendu, les questions politiques, je lui ai dit. Je ne vous interrogerai que sur votre... vous l'avez probablement entendu, que sur votre carrière littéraire, quoi, sur votre vie littéraire. Il me semble que j'ai dû dire ça. Bon, ça s'est passé pas mal, quoi. Voilà. Après ça, j'y suis pas... Ah oui, quand nous étions allés avec avec Marie-France Callas, voir son avocat après sa mort, pour faire obtenir l'autorisation de sa veuve pour l'édition par la Bibliothèque nationale. Et l'avocat, Gibault, maître Gibault, il a dit, oh, vous savez, sa femme m'a dit qu'il avait été ravi de cette interview. C'est drôle. Je ne sais pas. Ben si, parce que pour lui, c'était peut-être un peu une réhabilitation. Et on vient me voir quand même. Puis il a vu que je ne cachais pas un poignard dans ma poche. Mais vraiment, il faisait une impression de bête traquée. Bête traquée, sûrement. Voilà. Voilà, et demain, la suite de l'entretien inédit à la radio de Louis-Ferdinand Céline avec Francine Bloch en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. L'écrivain reviendra sur sa jeunesse, sa carrière de médecin, son passage à la Société des Nations et son caractère nerveux, hérité, dit-il, de ses parents. C'était à Voix nue cette semaine par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisé par Jean-Claude Loiseau, attaché de production Claire Poinsignon, mixage Marie Le Peintre. Et n'oubliez pas sur notre site évidemment le podcast et la réécoute en ligne. À demain.